Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là en ce samedi parisien ensoleillé. Je suis ravie de vous accueillir, cette table ronde 100% féminine, pour parler des lieux où on reconnecte l'alimentation et l'agriculture. On a 1 heure pour en parler. On aura un petit temps de questions à la fin, questions-réponses. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les garder en tête et à les poser à la fin de la discussion. Qu'on va ni manger ni sauver la planète aujourd'hui, mais plutôt un peu plus humblement parler de cette thématique. Donc si on parle de reconnexion, c'est qu'il y avait forcément eu une déconnexion à un moment. Et on peut se poser la question d'où elle vient, cette déconnexion. Est-ce que c'est un grand coup de industrialisation de l'alimentation, de perte de valeur de l'aliment? Est-ce que c'est également l'essor de la grande distribution qui nous a fait nous déconnecter de notre alimentation et surtout de comment elle est produite? En tout cas, on voit aujourd'hui qu'on s'éloigne des personnes qui produisent cette alimentation et qu'on est de plus en plus déconnecté. Et on va voir comment on peut remettre un lien et un fil rouge de la fourche à la fourchette, et notamment en étant inspiré par vos initiatives. On va prendre un grand bol d'air frais et d'inspiration, parce que ce qui est beau dans ce panel, c'est qu'il y a des initiatives qui nous viennent d'un peu partout en France et qui essaiment sur le territoire et qui sont vraiment pas du tout que parisiennes. Je suis ravie de vous accueillir ici, mesdames. On va commencer, je vais faire un petit tour de présentation, puis ensuite on va entrer un peu plus dans le vif de vos initiatives chacune. On a d'abord avec nous Amandine Largeau. Merci d'être présente. Bonjour. Vous êtes co-présidente du Centième Singe, qui est une société coopérative dont vous allez nous parler, basée dans les environs de Toulouse, qui est un tiers-lieu et également Je peux le présenter. Voilà, on pourra présenter un tiers-lieu et un incubateur agricole. Oui, à peu près. À quelque chose près. Ok, ouais. On y reviendra. Super. Merci Paul Masson d'être présente. Vous êtes vous êtes journaliste et également derrière les Jardins de Mala, dans le Cher, qui est un lieu d'écotourisme qui va s'ouvrir incessamment sous peu. Vous allez nous en parler également. Bonjour Camille Labro, fondatrice de l'École Comestible et journaliste également. L'École Comestible est une association qui fait le trait d'union entre l'éducation et l'alimentation. Et Marie-Lou Poulot du Mon Épi, un réseau d'épiceries participatives dont vous allez nous parler. Pour commencer ce tour, j'aimerais commencer par Amandine, que vous nous parliez un peu du Centième Singe. Pourquoi déjà ce nom qui est assez intriguant, et quelle est la proposition de valeur? Qu'est-ce que vous faites concrètement dans la banlieue de Toulouse, dans les environs de Toulouse? Donc on est tiers-lieu nourricier en archipel. Ça veut dire qu'on a la particularité d'être un tiers-lieu qui est adossé à un espace test agricole. Et donc effectivement, dans une de nos fonctions, on incube des futurs maraîchers pendant 3 ans, jusqu'à leur consolidation. Donc on est créé depuis 2015. Et notre enjeu, c'est de recréer une ceinture verte nourricière et collaborative tout autour de Toulouse. C'est pour ça qu'on a une série de dispositifs en fait, qui favorisent les mutualisations, les coopérations, qui agissent sur la terre, la reprise de la terre. On est spécialisé en périurbain, donc sur des territoires qui sont à très forte tension, spéculation foncière, immobilière, où c'est très compliqué de s'installer et de réinstaller de la production agricole, du fait du prix du foncier, du fait aussi des enjeux de patrimonialisation, c'est-à-dire qu'on garde dans le patrimoine la terre en attendant que le PLU change, ça devienne constructible. Donc nous, on intervient dans un rayon de 40 km tout autour de Toulouse. On a une dizaine de sites. On a une base arrière qui fait 800 mètres carrés et 3 hectares de champs et qui accueille des ateliers d'autofabrication, bois, fer, dimension Farm Lab. Des bureaux où il y a tout
plein de professionnels différents en fait qui travaillent, mais à la fois des maraîchers, des écologues, enfin plein de typologies de personnes, des formations, des espaces qui accueillent du monde comme ici, et aussi on a la partie champ où on a des maraîchers qui se consolident, et cette base arrière elle est reliée à une dizaine de sites d'incubation maraîcher tout autour. Dans notre fonction d'espace test agricole, nous en gros on vient consolider les 3 premières années d'installation de ces futurs producteurs. On a principalement des maraîchers, mais pas que. On a des fermes florales, on a des producteurs de fleurs comestibles, des plantes aromatiques. Et ce qu'on fait, c'est qu'en fait on porte leur activité. Donc ils exercent à travers notre structure, c'est nous qui sommes chefs d'exploitation agricole. On leur met à disposition de la terre, les moyens de production, on les forme, on les accompagne pendant 3 ans. Ils sont quel type de profils qui viennent vers vous et qui cherchent à être incubés chez vous ? De toute façon, toutes les personnes qui viennent vers nous, que ce soit pour tous les espaces de mutualisation, parce que nous, en fait, on traite les espaces de travail à la fois côté bureau et côté champ, c'est que des personnes en reconversion professionnelle. Et bien entendu, dans le domaine agricole, ce sont que des non-issus du milieu agricole, donc des personnes en reconversion professionnelle, parce que ce ne sont plus que les seuls, quasiment à l'heure actuelle, qui reprennent l'activité agricole. C'est 40% des reprises d'activité agricole qui sont faites par des non-issus du milieu agricole. En sachant que nous, on les prend en incubation quand ils sont déjà depuis quasiment 1 an et demi, 2 ans en parcours de reconversion. C'est pour ça qu'on les appelle les porteurs de projets. On en discutait tout à l'heure. Tous ceux qui sont plus en amont, c'est les porteurs d'idées pour nous. Et à qui on va dispenser des formations, etc., mais qui ne sont pas encore en capacité, en maturité pour rentrer en incubation. Et ce nom du centième singe ? Et le nom du centième singe, c'est la théorie du changement. C'est la théorie de c'est une théorie, c'est la théorie du centième singe. Et qui part d'une expérimentation dans les années 50 sur une île au Japon où des chercheurs observaient une colonie de macaques. Et pour les nourrir, ils leur jetaient des patates douces dans le sable. Et une petite colonie de macaques s'était mise à prélaver dans la rivière ces patates douces pour leur enlever les grains de sable. Et donc le mythe ou l'expérience scientifique veut qu'au bout du centième singe, tout d'un coup, tous les singes de l'île se sont mis à prélaver leurs patates douces dans la rivière. Et tous les singes des autres îles, sans contact apparent avec ceux-là, se sont mis à reproduire le même comportement. Donc nous, on n'a pas ni la prétention ni l'ambition d'être le centième. En fait, nous, on est le collectif des 99 singes et on fait en sorte que le centième émerge. Voilà. Belle histoire. Marie-Lou, est-ce que vous pouvez nous parler de Mon Épi ? Quand est-ce que ça s'est monté ? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Combien d'épiceries il y a sur le territoire ? Oui, bonjour. Du coup, Mon Épi, on s'est fondé en 2017. On est une structure qui accompagne le développement d'épiceries participatives. Donc une épicerie participative, c'est une épicerie qui est autogérée par ses membres, une épicerie sans marge, en direct des producteurs, avec des achats groupés. Et comment est né le concept du coup de l'Épi ? En 2015, à Châteaufort, donc dans les Yvelines, dans notre village, on cherchait à avoir un lieu pour pouvoir avoir une petite épicerie. Et la logique économique faisait qu'on ne peut pas avoir d'épicerie classique. Et donc on s'est dit, en fait, on va nous-mêmes créer notre propre épicerie en allant s'approvisionner sur le territoire, donc Vallée de Chevreuse, territoire Plateau de Saclay. Il y a beaucoup de producteurs locaux. Et du coup, monter un petit outil aussi informatique pour aider à gérer ce collectif qui voulait s'approvisionner localement sans marge. Donc ça a bien plu. Plus d'un quart du village a rejoint l'épicerie. Et de là, en fait, autour, on a vu qu'il y avait vraiment une demande pour rejoindre l'épicerie ou faire la même chose. Donc Mon Épi a été créé dans le but d'accompagner n'importe quel collectif à développer une épicerie sur ce même modèle. Aujourd'hui, il y a plus de 90 épiceries à travers la France qui ont ouvert. C'est plus de 6000 personnes qui participent dans leur épicerie. Le modèle, on parlait tout à l'heure d'épicerie participative. L'idée, c'est de contribuer 2 heures par mois pour faire tourner l'épicerie, ce qui permet aussi de fonctionner en zéro marge. Donc on peut avoir des produits vraiment de qualité à un tarif abordable. Et il y a aussi une vraie dimension de lien social qui devient hyper importante. Donc au début, les épis, c'est vraiment un bloc d'épicerie de produits locaux en direct des producteurs sans marge. Et à cela, on peut rajouter différents blocs. Un bloc pour gérer un potager en participatif, un bar participatif, un petit module aussi de services et de prêt d'objets entre adhérents. Donc il y a vraiment une logique de recréer presque un peu un tiers-lieu à l'échelle d'une petite commune. On a aussi des épis en ville, mais ça permet vraiment de se réapproprier
sa capacité à consommer local, de choisir ses producteurs, et le tout de manière beaucoup plus légère peut-être que sur un modèle un peu plus indépendant où on n'aurait pas l'outil pour faciliter les commandes, la gestion des stocks, la comptabilité. C'est généralement moins la partie qu'on préfère quand on veut se lancer dans ce genre d'aventure. Donc c'est une sorte de solution vraiment clé en main pour les personnes qui veulent monter un épi ou qui veulent se lancer là-dedans, parce qu'il y a un accompagnement aussi sur tous ces aspects-là. Tout à fait. Le but, en fait, c'est n'importe qui souhaite créer un épi peut générer son site. Donc, c'est avant tout un site pour gérer les commandes, les producteurs. Il y a un peu comme une plateforme en ligne. Et de là, mon épi, en fait, on fournit aussi l'accompagnement pour comment on peut créer une asso. On a toute une boîte à outils qui est mise à disposition gratuitement. On est là sur le chemin pour accompagner, donner des conseils, des bonnes astuces, éviter les écueils que d'autres ont pu rencontrer sur le chemin. Et donc aussi, par la suite, s'il y a des difficultés, on peut régler les petits problèmes. Et donc, c'est vraiment une base. C'est un outil, mon épi. Et après, le concept des épis, c'est beaucoup plus une philosophie qui s'implante sur le territoire et qui s'essaime petit à petit. Et comment vous vous maintenez à flot malgré le fait de ne pas avoir du tout de marge ? Alors, le concept, c'est vraiment de se dire que ça doit bénéficier à tous. Et il ne faut pas qu'il y ait de barrière à l'entrée pour pouvoir participer à un épi. Donc, l'outil, il est gratuit pour tous les épis. Il est gratuit pour tous les petits producteurs. Et c'est les producteurs qui vont tirer le plus de bénéfices économiques, donc ceux qui font plus de 10 000 € de chiffre d'affaires par an, qui vont contribuer à la plateforme. Donc aujourd'hui, sur les 2700 producteurs de la plateforme, il s'agit d'une trentaine de producteurs qui contribuent. Donc c'est vraiment les gros qui payent pour les petits. Et ça fonctionne plutôt bien. Paul, on a envie, je pense, je ne suis pas la seule ici, d'en savoir plus sur les jardins de Mala. Qu'est-ce que c'est ? Comment c'est né ? De quel constat ? Et où en êtes-vous aujourd'hui ? Bonjour, merci de me poser la question sur les constats parce que j'avais envie de vous parler d'une étude qui est parue la semaine dernière, que j'ai lue, qui a été menée par Oxfam et Greenpeace et qui révélait la semaine dernière que les 63 milliardaires français émettent plus de gaz à effet de serre que 50% de la population. Et là, quand j'entends tout ça, je me dis que s'ils en faisaient autant que nous pour réparer, pas pour réparer, pour éviter de réchauffer la planète, ça irait sans doute beaucoup mieux. Mais pour moi, c'est une motivation qui est assez profonde, c'est-à-dire que je suis révoltée par ça. Et en même temps, je crois assez fortement en la multitude de développements d'îlots de résistance, de construction d'autres choses qui sont en train d'émailler le territoire et d'essaimer partout sur le territoire. C'était juste une petite parenthèse, mais qui effectivement m'a beaucoup confortée dans le fait que j'ai été longtemps journaliste, j'ai rencontré beaucoup de gens, ça m'a beaucoup aidé à me former, notamment sur toutes les questions d'alimentation durable, à travers des rencontres avec des chefs cuisiniers très engagés, mais aussi toute la kyrielle d'associations alternatives qui se bat et de la communauté qui se bat pour des transitions alimentaires. J'avais envie de passer de la théorie à un projet beaucoup plus concret que je suis en train de monter, qui s'appelle les Jardins de Mala. Le mot d'ordre qu'on a un peu, c'est prendre la nature pour remède, de tout point de vue. Voilà, donc les Jardins de Mala, c'est plusieurs activités. On va ouvrir dimanche prochain avec un premier atelier de cuisine avec Chloé Charles. On n'est pas prêt, mais c'est pas grave. On fera en marchant. Hein. Les projets, c'est comme ça. On est très prêt. En fait, on est prêt, pas tout à fait complètement, mais on est à peu près prêt à accueillir. Donc, en fait, je suis volontairement partie m'installer dans un département très rural, très pauvre et très abîmé par l'agriculture intensive. J'avais un peu la curiosité de me dire, avec un petit vertige aussi, hein, parce que j'avais pas envie d'habiter à côté des champs bourrés de pesticides, mais avec un petit vertige, mais en me disant, est-ce que dans ces territoires-là aussi, on peut se connecter avec une production qui cherche à bien travailler, à bien produire, à vendre en local, qui s'engage aussi dans les transitions écologiques, sociales aussi. Et il se trouve que c'est très intéressant que les épis soient là, parce que la première
association que j'ai rencontrée, c'est une coopérative qui fait exactement ce que vous venez de décrire, sans être avec les épis, qui est une coopérative associative de bénévoles. On donne 2 heures par mois pour tenir la boutique. On est connecté avec tous les producteurs du coin. Elle est bio et on vend tout à prix coûtant. Donc en fait, ça permet de donner accès aussi à des produits directs, locaux et bio à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter du bio. Donc voilà, les jardins de Mala sont un peu nés de toute cette problématique-là. Donc on va ouvrir une maison d'hôtes avec 3 chambres d'hôtes, voilà, qui sont, comment je peux dire ça, travaillées pour que ce soit un grand confort très naturel. Voilà. Un peu le contre-pied de l'hôtellerie de luxe telle qu'elle est designée, on va dire, et uniforme. Voilà. On crée il y a plusieurs projets. On crée dans cette maison d'hôte un jardin qui, à terme, sera un jardin entièrement comestible. Donc là, on a été un peu obligé de déplanter parce qu'on a acheté une maison, hein, de déplanter, ça nous a fait mal au cœur. Donc voilà. Et dans cet espace de jardin comestible et mellifère, un jardin à tisane qui permettra aux hôtes de venir, plutôt que d'aller acheter la tisane à l'Intermarché du coin, de venir créer leur propre tisane et se faire leur propre tisane. On est aussi sur un projet de mener des ateliers de cuisine, mais qui seront des ateliers de cuisine du vivant. Voilà, moi je ne suis pas cuisinière, mais par contre je pense qu'on en parlera aussi avec Camille Labro, mais je pense que si on change notre alimentation, on peut changer le monde, et que nous on a aussi beaucoup à transmettre. Il y aura des chefs invités et tout ça aussi. Et puis la dernière chose, c'est que nous sommes en train d'y construire un four à pain. Les jardins de Mala sont installés entre Bourges et Sancerre, dans un village qui s'appelle La Bande, qui est un village de potiers. C'est là où le grès, la céramique de grès est produite en France. Et ils ont une spécialité, c'est qu'ils cuisent le grès dans des fours à bois. Et cette cuisson bois, c'est vraiment une spécialité. Des fois, ils mettent une semaine entière à cuire leur peau, là. Enfin bon, ça développe beaucoup de solidarité. Donc, je crée aussi un four à pain de cuisson bois pour faire aussi tout le lien avec le village, et puis pour développer les événements de convivialité autour du pain et du pain naturel, je précise. Et comment on opère cette bascule entre être journaliste parisienne et arriver sur un territoire très rural qu'on ne connaît pas ou peu, sur lequel on a, si je ne me trompe pas d'attache même familiale. Comment on est accueilli ? Comment on est accueilli dans un petit village ? Alors, 240 habitants, on est dans le Berry. Je ne sais pas si vous voyez la réputation qu'ont les Berrichons, mais elle est comme ça. Le Berrichon a un fort caractère et est très attaché à son territoire. En fait, on a été bien accueillis parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi je ressens presque une fracture importante entre ce territoire ouvrier d'agriculture intensive et en même temps une pépinière d'initiatives alternatives qui se développe partout. Je parlais de la coopérative, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc moi tout de suite j'ai cherché en fait comment m'approvisionner. Voilà, ça a été le point de départ. Je ne veux pas aller à Intermarché où je vais pouvoir acheter mon alimentation. Je suis allée à la rencontre des vrais maraîchers. Il y en a encore sur nos marchés, ce qui n'est pas forcément le cas, notamment en banlieue et dans les grandes villes. Mais la rencontre des maraîchers, il y a beaucoup de maraîchers bio qui sont en installation. Ils le font sans le dire, sans le crier sur tous les toits. Mais ils sont là, ils s'implantent, ils vendent en direct. On rencontre aussi même des bouchers qui travaillent, qui font encore leur charcuterie, qui achètent leurs bêtes sur pied et donc qui ne sont pas dans le gaspillage, etc. Donc on s'est connecté comme ça. J'ai cherché à me connecter. Et assez rapidement, et puis des réseaux plus de marcheurs, dans un petit village. Et donc, ça fait qu'on a été super bien accueillis. Et après, je racontais à Lorraine, ça pour la première année, puis on a commencé à parler du projet. Et on a été un petit peu rattrapés par « Ouh là là, elle veut faire un truc nouveau. Qu'est-ce que ça va être ? On va avoir des cars de touristes qui vont débarquer dans le village et nous, on ne veut pas ça. » Donc, il y a eu un petit moment un peu compliqué. Faut pas que ça change.
Voilà, et elle veut un peu tout bousculer. Et puis là, c'est maintenant que le jardin de Mala va ouvrir, c'est en train d'atterrir et de retomber sur ses pieds, quoi. Et 3 chambres, a priori, ça ne va pas amener des quarts de touristes sur les 3 chambres d'hôtes, j'imagine. Alors non, parce qu'on essaye d'être cohérent dans ce qu'on fait. Donc nous, on va prôner la mobilité douce. Les jardins de Mala sont dans un village, la Borne, qui est un village qui est planté au milieu de la forêt. C'est-à-dire que c'est vraiment un village planté au milieu d'une forêt. Il y a des chemins qui sont des chemins forestiers qui nous relient, qui sont des routes qui relient dans le village. Donc on va demander, on crée quand même des places pour la dépose, voilà, pour que les gens puissent arriver, poser leurs bagages, visiter tout ça. Mais après, on va leur demander d'aller se garer sur un parking et de pratiquer la marche le plus possible. Et s'il faut, on les emmène en balade, dans une petite balade comestible, on ramasse des herbes, on va les cuisiner. Enfin bon, c'est... Donc voilà, on essaye de s'en sortir comme ça. Bon, c'est pas simple à gérer parce que des fois, on met des idées en avant qui paraissent très très loin à des gens. Mais bon, quand on le fait dans la bonne humeur et dans la convivialité, on arrive à convaincre. Merci. Camille, comment est née l'école comestible? De quoi êtes-vous partie? Qu'est-ce qui a été le moteur du lancement de cette association? C'est marrant parce que j'étais ici il y a 2 ans et quelques, au tout début de l'école comestible, pour raconter ce que c'était. Donc j'ai un petit déjà-vu là. En fait, c'est parti du constat très simple qu'on a vraiment des problèmes dans notre alimentation. Il y a beaucoup de gens, surtout les plus démunis et les populations les plus pauvres, qui mangent mal, qui ne savent pas comment manger, qui ne trouvent pas comment mieux manger à un bon prix, à un prix qui est abordable. Et que quand on réfléchit bien, c'est évidemment une question de budget, mais c'est aussi une question d'éducation. Donc, où est-ce qu'on fait l'éducation? À l'école. Je simplifie, parce que je ne veux pas m'étendre, parce que cette histoire, je l'ai déjà beaucoup racontée, mais c'est un peu l'idée. Et en fait, moi j'ai 3 enfants, donc je me rends bien compte qu'en parlant de choses simples, en plantant des graines avec ses enfants, en leur faisant goûter des tas de choses qu'ils ne connaissent pas, en faisant le marché avec eux, en cuisinant avec eux, il y a des choses qui naissent très simplement. Et que c'est assez, c'est bien plus amplifié et puissant et durable quand on le fait à l'école, dans un cadre apprenant, en collaboration avec des enseignants et avec tout un écosystème qu'on a développé au sein de l'asso, avec des chefs, avec des artisans, avec des maraîchers, avec des éducateurs, avec des nutritionnistes. Voilà, donc aujourd'hui, c'est lancé et on fait plein d'ateliers dans les écoles. Oui, très concrètement, pour donner quelques exemples d'interventions dans les écoles. Concrètement, on a démarré, enfin j'ai démarré toute seule avec moi un petit sac d'ustensiles dans une école maternelle il y a 3 ans. Aujourd'hui, on est dans une 20aine d'écoles en Île-de-France avec une première antenne à Marseille. Et on a calculé que d'ici la fin de l'année scolaire, on aura fait 600 ateliers cette année. Donc c'est pas mal, on est assez contents. Les ateliers, c'est environ entre 1 heure et 1 heure et demie. C'est en temps scolaire. Donc c'est vraiment sur le temps scolaire. On est surtout dans des maternelles et des élémentaires. Mais on travaille aussi un petit peu avec le secondaire, collège et un petit peu de lycée. On intervient aussi dans des lieux qui sont hors école, qui sont l'Académie du climat et un autre lieu qui va ouvrir, en fait, qui s'appelle la Maison de la Planète à Boulogne. Alors ça, c'est les écoles qui viennent à nous, en fait. Et j'en parle aussi parce qu'il y a Adrien qui est là, qui est notre coordinateur de l'Académie du climat. Et donc c'est à géométrie variable, mais en fait, dans les écoles, qui est quand même notre cible principale, on fait des petits programmes d'ateliers, donc 6 ateliers dans l'année pour chaque classe. On a des parcours pédagogiques adaptés à chaque niveau. En fait, on a 3 niveaux en fait, sur les écoles primaires.
Et donc, il y a en fait une évolution pédagogique qui est proposée de la terre à l'assiette. Donc, les enfants font à la fois des potagers, des cultures comestibles au sein de l'école et des ateliers culinaires où ils vont essentiellement découvrir du végétal, parce que c'est ce qu'ils connaissent le moins. Et c'est quand même ce qui est aussi le plus durable. On voit qu'ils connaissent des centaines de marques et de ouais. logos de marques. Mais par contre, les marques, ils connaissent. Et puis les steaks hachés, ils savent comment c'est fait, ils savent d'où ça vient. Le poisson pané, ça va. Mais par contre, le potimarron, le topinambour, il y a un peu plus de marge de manœuvre. En fait, on a identifié, et on le fait à répétition dans les ateliers, que les enfants connaissent 3-4 légumes grand max. Les carottes, les radis, les tomates, parfois même ils confondent. Puis alors quand on parle des tubercules et des racines, il n'y a plus personne. Donc là on s'amuse bien en ce moment avec nos cagettes parce qu'on est en pleine saison des tubercules et des racines, et donc on jongle entre le topinambour, les rutabagas, les élianthis, et tout ça. Et en fait ce qui est chouette, c'est qu'au début, ils connaissent rien, mais quand on leur fait goûter tout ça, ils apprennent et ils adorent. Et là, on était récemment avec une classe qui débattait quand même, une table qui débattait s'ils préféraient le topinambour ou le rutabaga. Et j'aurais bien aimé enregistrer cette conversation, parce que je pense que personne n'y croit vraiment à raconter comme ça. J'ai l'impression que ce qui vous connecte toutes les quatre, c'est aussi le fait d'avoir des lieux, d'avoir vraiment quelque chose de physique à l'heure là du télétravail, de la déconnexion aussi physique des uns des autres. Vous remettez les gens soit autour d'une table, soit autour d'une terre, autour d'un lieu dans lequel on achète, on rencontre. C'est aussi ça qui est important dans le fait d'avoir un lieu physique. Amandine, par rapport à la crise et par rapport au fait d'avoir été longtemps coupés les uns des autres, est-ce que les tiers-lieux que vous développez sont aussi des endroits où on peut se retrouver? Comment ça se traduit? Alors nous, on est un tiers-lieu. Parce qu'en fait, justement, ce dont on se sert, c'est de la fonction du tiers-lieu qui est de permettre à tous ces îlots-là, donc je rejoins le discours sur les îlots, c'est pour ça qu'on se dénomme en archipel, et que l'enjeu, c'est vraiment d'interconnecter après. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on fait du lien à la fois sur chaque îlot? Comment est-ce qu'on permet aux gens de se croiser, de se rencontrer, de travailler ensemble, de collaborer? Et aussi, comment est-ce qu'on fait du lien entre tout ça, en fait? Comment est-ce qu'on permet aux gens de passer d'un îlot à un autre, d'échanger des savoirs, des expériences, etc. Et donc pour nous c'est ça la fonction de tiers-lieu, en fait. C'est principalement là-dedans. Et du coup pour nous le lieu en tant que tel n'a pas tant d'importance. C'est la dynamique qu'on amène, et c'est la dynamique qui se crée, et on peut faire tiers-lieu de manière très éphémère, en fait. Là on a un événement le 25 juin, on va transformer un château en tiers-lieu. Où les gens vont venir sur le moment travailler ensemble, échanger. Et c'est vraiment ça, la clé, c'est le côté remettre du sens dans son travail, remettre son travail au service des enjeux de transition, réapprendre à coopérer, parce qu'en fait, on ne sait plus coopérer, en fait. On est tellement en silo, isolé, sectorisé, etc. Alors d'autant plus après 2 ans de distanciation sociale. C'est l'extrême de la non-coopération. Et pour nous, il n'y a qu'en coopérant qu'on pourra résoudre les enjeux qu'il y a à résoudre dans le petit timing qui nous est imparti, parce que dans le milieu agricole, la fenêtre de tir, elle est très, très, très courte. Et je pense qu'on ne s'en rend pas assez compte, que globalement, on a une petite dizaine d'années, en fait, pour pas transitionner complètement sur un autre modèle, puisqu'en gros, il reste 400. Il y avait 6 millions d'agriculteurs en 1950, il en reste 400 000, et dans 10 ans, la moitié part à la retraite sans repreneur. Donc, soit on arrive à faire coopérer les gens, à remettre les gens vers l'agricole, vers les fonctions nourricières, soit effectivement, on ira vers des modèles qui sont déjà en route, de supra-fermes ultra-extensives, et qui effectivement vont nourrir les humains. Après, comment est-ce que ça va nourrir les humains, ça c'est autre chose. Et on aime assez dire, parce que souvent dans ce paradigme, on dit toujours oui, mais bon, il faut bien nourrir l'humanité.
Et en fait, non, nous, ce qu'on veut, c'est nourrir la communauté, remettre en local, parce qu'en fait, cette notion-là de nourrir l'humanité, c'est ça qui nous entraîne dans cette fuite en avant. Forcément, on se dit toujours, et ce qui entraîne les agriculteurs aussi dans cette fuite en avant, de vouloir produire toujours plus de nourriture avec des quantités à des coûts qui sont accessibles pour tous. Et c'est cette vision-là, en fait. Alors que si on remet dans le nourrir la communauté, ça entraîne du collaboratif, ça entraîne du convivial, ça remet au centre la fonction nourricière. Et c'est un peu ça pour nous la clé, ouais. Et comment vous faites pour attirer vers vous des personnes qui... Est-ce qu'il y a besoin d'attirer ou est-ce que les personnes viennent spontanément et vous avez suffisamment de personnes pour créer cette communauté dont vous parlez? Ah oui, non, on n'a pas du tout besoin d'attirer. Okay. Au contraire, nous, on n'est pas du tout assez nombreux avec nos petits bras. De toute façon, nous tous, pour les sujets de transition, on a cofondé aussi un collectif qui s'appelle Nourrir la ville, qui regroupe les acteurs de la transition sur la Haute-Garonne, mais on est 6, quoi. Terre de Liens, ADR, Civam, Bio-Ariège Garonne, Cocagne. Mais c'est pas du tout assez. Et on a cofondé ce collectif parce que aussi au niveau institutionnel, on disait oui, mais vous êtes trop nombreux, éparpillés, on a du mal à comprendre, etc. Mais non, il y a on fait face, et puis surtout en post-Covid, et puis nous, on est dans les zones aéronautiques, hein, donc des ingénieurs d'Airbus en reconversion, on en a un paquet. Et globalement, non, on est en totalement sous-capacité d'accueillir, de répondre à la demande monumentale des centaines et des centaines de personnes qui s'adressent à nous. À la fois ceux qui sont en réflexion de reconversion, donc vraiment, voilà, je sens que je suis pas bien, ceux qui ont fait des burns, ceux qui ont pris conscience, et puis le Covid a vraiment amplifié ce phénomène-là, hein, clairement, ça fait déjà 8 ans qu'on le voyait, mais bon, là, ça a été une accélération massive. Donc déjà de donner de l'information, sensibiliser vers où, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que le secteur de la transition, vers quoi je peux m'orienter, etc. Et puis d'accompagner jusqu'à ce que les personnes qui savent vraiment, elles, ce qu'elles veulent faire et qui ont besoin de transmission de compétences, parce que les non-issus du milieu agricole, comme le nom l'indique, ils n'ont pas toute la transmission de compétences par la famille, ils n'ont pas de transmission d'outils de production, ils n'ont pas de transmission de réseau d'entraide. Donc en fait, oui, effectivement, des personnes se réinstallent un peu partout à la force des bras, du courage, en sachant qu'ils vont passer de 4 000 € par mois de revenus à peine un SMIC, de 35 heures à 70, 80, de 5 semaines de vacances à au mieux une. Mais qu'il faut absolument accompagner pour pas que ces personnes-là, pour pas que les gens se précarisent, pour pas qu'il y ait de casse sociale, familiale, pour pas que les gens se mettent trop et soient viables, en fait. Donc on a un enjeu majeur, en fait, à accompagner ces personnes-là, et c'est pour ça que pour nous, il faut remettre la fonction nourricière au centre, et ces personnes-là, en fait, il faut que ce soit l'ensemble de la société, en fait, qui viennent les aider, parce que sinon, eux tout seuls avec leurs petits bras... et puis d'autant plus que maintenant, il y a un tel enjeu, et comme tout le monde est en transition, énormément de monde est en transition intérieure, c'est les personnes qu'on retrouve après dans les collectivités, dans différents services, et c'est ça qui est génial, hein, c'est qu'on sent un élan quand même global, avec une volonté d'amorcer un certain mouvement. Mais du coup, on a tendance à demander énormément. Nous, on accompagne beaucoup de collectivités sur leurs projets de transition agricole et sociale, et des fois, ce qu'on dit, c'est il faut modérer les attentes, parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'être préserver les écosystèmes, restaurer les terres abîmées, accueillir les publics d'enfants pour faire de la sensibilisation, être sur des modèles agroécologiques faiblement mécanisés tout en manuel, en maintenant le prix de la carotte au même prix, en fait. C'est pas possible. Un peu ces combats. À un moment, il faut mettre dans la balance. Donc, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on facilite? Parce que si en plus on laisse les gens porter seuls le poids de l'investissement, s'endetter, prendre le risque, c'est beaucoup trop pour un seul humain, en fait. C'est assez, ça donne quand même de l'espoir de savoir qu'il y a autant de personnes qui s'adressent à vous et qui souhaitent s'engager et retrouver ces professions qui ont été longtemps mises de côté et peu valorisées. Et là, il y a combien de personnes ou combien de structures qui ont été accompagnées depuis le début du lancement? C'est quelque chose que... Là, il faut savoir que dans notre réseau de porteurs de projets juste agricoles, parce que du coup, c'est plus large si on prend les gens qui sont un peu en amont de la reconversion effective. Nous, on a 200 personnes dans le 200 porteurs de projets. Il y en a 80 qui sont en attente d'installation. Et nous, on a une capacité d'ouverture qui va être de 10 sites par an. Donc ça donne en sachant que nous, on concerne vraiment que les non-issus du milieu agricole, en reconversion depuis 1 an et demi, sans capital. Donc après, il y a tous les autres qui vont s'installer par leurs propres moyens.
Et on accompagne à l'heure actuelle une dizaine de communes aussi qui sont en mouvement, en action, qui travaillent sur des projets de régie agricole, ferme communale. Et pour nous, l'enjeu en périurbain, c'est vraiment de faire prendre conscience de la nécessité de recréer du commun, de remettre la fonction nourricière au commun, et donc du coup que ça devienne des vrais, que les fermes de production, en fait, les fermes deviennent des vraies extensions de services publics. En périurbain, je dis bien, parce qu'il n'y a plus de terre, il n'y a plus rien, il n'y a plus de fermes. Toutes les fermes ont été soit vendues, soit sur des projets immobiliers. Enfin, c'est très beau une ferme quand on met plein d'appartements à l'intérieur. Et du coup, il faut absolument que ces outils-là nourriciers ne soient plus transmissibles. Il faut que ça appartienne à tous. Et après, avec un usage à vie, sur 3 générations si besoin, en fait. Mais on peut plus, on accompagne des communes qui ne possèdent plus que 6 ou 10 hectares en patrimoine communal. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent infléchir la fonction nourricière, la résilience de leur commune qu'à l'échelle de 10 hectares. Marie-Lou, du côté de Mon Épi, la crise sanitaire, comment ça vous a frappé ? Est-ce que vous avez vu une volonté de reconnexion à ces lieux pendant le premier confinement notamment, où tout le monde paniquait un peu sur son approvisionnement et cherchait des manières alternatives et avait plus de temps pour se pencher aussi sur sa consommation? Est-ce que ça a été le cas et est-ce que ça s'est prolongé post-crise? Comment c'est maintenant? Alors sur le premier confinement, c'était assez intéressant. Il y a vraiment eu un boom aussi dans la création des épis, dans les nombres d'adhésions des personnes qui ont voulu rejoindre des épis existants. Et ce qui était aussi intéressant, c'est la manière dont un épi fonctionne. C'est vraiment adaptable. Donc on a vu la mise en place de solidarités qui se sont développées et c'était vraiment assez bouleversant. Donc on a aussi pas mal communiqué dessus pour partager les idées au sein du réseau des épis qui reste vraiment clé. L'idée en fait à l'origine de l'outil des épis, c'est qu'on prend des créneaux, etc. Donc on s'organise et on a pu un peu twister. C'est vraiment les adhérents indépendamment un peu partout qui ont eu des idées. Comment on twiste le modèle et en fait on prend des créneaux par exemple pour aller à l'épicerie et se limiter. Le fait qu'on soit par exemple 2-3 familles maximum par créneau pour éviter qu'il y ait trop de personnes, pour éviter les risques. On a utilisé aussi le principe des créneaux pour aller distribuer des paniers aux personnes qui étaient qui pouvaient pas sortir de chez elles parce que voilà, soit malades, soit trop à risque. Donc il y a eu une solidarité énorme qui s'est mise en place hyper naturellement. Donc ça a vraiment beaucoup joué et ça a aussi montré la résilience du système des épis qui peut s'adapter, qui peut rebondir plus vite. S'il y a besoin de consommer plus, et ben en fait un épi il est capable de pouvoir capter plus de producteurs, il y a moins de risques, on maîtrise la chaîne. C'était vraiment rassurant. Il n'y a pas de contact quand on va à l'épi, on prend ses produits, on les montre à l'adhérent qui est en charge de tenir la caisse, on va dire qu'est l'épicier, on se valide, c'est vraiment beaucoup de confiance et on repart avec. Donc c'était vraiment, vraiment intéressant. Donc ça a beaucoup joué. Aujourd'hui sur 2021, c'était un peu plus lent et je pense que c'est vraiment aussi une tendance qu'on a pu voir, qu'il y a une année qui a été un peu ralentie, les gens peut-être sortent aussi un petit peu moins, mine de rien. Une première année, au début, on avait vraiment l'idée de vouloir changer le monde, c'était un peu ce qu'on voyait partout à la télévision, au JT, on se connecte, et au bout d'un an, c'est un peu retombé, on a pris l'habitude d'être dans son canapé. Donc on a quand même toujours une croissance du réseau des épis qui s'est un peu stabilisée et qui repart au beau jour. Donc ça reste un outil qui est intéressant, mais je pense qu'il faut vraiment pouvoir maintenir la dimension de lien social, travailler aussi toute la partie animation. Un épi, c'est pas juste une épicerie, c'est aussi les différents groupes, le groupe qui gère les produits qu'on va consommer, mais aussi le groupe qui va gérer les animations, les débats, les ateliers de transformation. Il y a des moments comme ça de convivialité, il y a quoi par exemple qui se passe Il y a fréquemment des ateliers do it yourself pour apprendre à faire ses produits ménagers par exemple, des débats autour de documentaires. Il y a aussi parfois des petits moments un peu plus festifs. Par exemple, quand on voit un peu le mal qu'a fait cette crise, il y a le Festival des épis, qui est co-organisé par tous les épis. Malheureusement, il a été repoussé 2 fois de manière consécutive. Donc là, on a hâte qu'il puisse avoir lieu un peu avant l'été. Mais tous ces moments-là, en fait, ont aussi un peu été mis sous cloche. Donc les épis ont pu fonctionner, ils ont pu se maintenir un peu en sous-marin, là où la plupart des structures étaient fermées. Ce qui fait vraiment une différence. Mais on a aussi hâte que ça puisse un peu plus s'alléger et pour qu'il puisse avoir aussi cette dimension de lien, d'ancrage territorial. On travaille aussi beaucoup au lien entre les épis sur un même territoire pour développer la notion de maillage territorial. Comment on peut s'approvisionner à plusieurs épis auprès d'un même producteur. Ça permet aussi de faciliter pour un producteur qui se lance. Il a plus de visibilité sur les commandes qu'on va lui faire. Ça lui permet aussi de conforter
sa capacité peut-être à prendre quelqu'un en plus pour travailler avec lui, à leur faire des investissements, parce qu'il sait qu'il y a tous ces débouchés qui existent sur le territoire. Donc il y a un vrai jeu aussi dans le fait de tisser du lien à une échelle qui fait sens, à l'échelle de la consommation. Ouais. Ouais, finalement, au-delà du lieu, c'est le maillage et la mise en réseau, aussi bien dans plusieurs de vos projets qui ressort et qui est importante, j'ai l'impression, de ce réseau. Là, j'ai retrouvé la notion de coopération que vous mentionnez. Et en fait, c'est réapprendre à coopérer. C'est tout bête. On l'a fait pendant des siècles et des siècles. Et en fait, on l'a perdu. On est devenu quand même assez individualiste. On fonctionne bien, on est autonome. Et aujourd'hui, on se rend compte que non. Savoir coopérer, savoir compter sur ses voisins, tout ça, en fait, on doit le réapprendre. Et l'EPI, c'est aussi un peu un jeu de société avec des règles, et en fait en suivant les règles on se rend compte que naturellement on se réapproprie ces comportements qui fonctionnent bien, qui ont toujours fonctionné, et l'EPI on le voit un peu comme un commun moderne, donc il y avait beaucoup de liens avec ce que vous disiez. On a cette ressource qui devient l'alimentation locale, et comment on la gère grâce à ces règles que toute la société va suivre, toute la communauté. Et en fait, dans un EPI, si on ne fait pas les 2 heures par mois, c'est le logiciel qui va dire non, vous êtes bloqué, prenez votre créneau de 2 heures et vous pourrez bénéficier de la ressource commune. Donc il y a vraiment réinstaurer les règles clés, et après naturellement tout le monde, ça fonctionne, ça reprend, et c'est assez beau à voir cette redynamisation. Moi je sais que le samedi matin c'était assez mort dans le village, et depuis qu'il y a l'EPI, en fait tout le monde traîne à l'EPI, donc parfois on se plaint parce qu'on arrive en retard le samedi midi parce que tout le monde papote à l'EPI. On voit les livraisons de légumes du potager qui est un peu plus loin dans le village, donc les gens passent avec des brouettes dans le centre du village pour ramener les paniers à 1 euro coproduits par l'EPI. Donc ça crée une dimension qui est assez géniale, et le village qui se réveille. Et on a aussi bien les enfants qui y vont, les anciens qui aident à organiser la production, on a les jeunes qui viennent aussi de temps en temps voir ce qui se passe, et on a vraiment un mélange, et ça c'était pas le cas il y a quelques années. Donc il y a vraiment une capacité à pouvoir recréer un esprit convivial, une communauté forte assez rapidement et plutôt facilement. Paul, comment on discutait ensemble de cette figure de l'agriculteur qui finalement est le premier, l'agriculteur conventionnel presque conducteur de tracteur, qui finalement est le premier à s'être déconnecté de son alimentation et à arpenter les rayons du supermarché. Comment on fait en sorte de l'intégrer aussi dans cette transition, et de le connecter et de ne pas laisser ces personnes aussi de côté quand on a envie de connecter l'alimentation à l'agriculture, et ces personnes qui devraient être les premières à être connectées à ce qu'on mange parce qu'elles nous nourrissent d'une certaine manière. Comment on les intègre ? Alors, comment on fait ? Je ne sais pas trop, à part si j'ai quelques idées, mais en fait, effectivement, peut-être je peux faire part un peu de ce constat. Quand je suis arrivée dans le département du Cher, c'est vraiment Bourges, au-dessus et au-dessus de Bourges. C'est pas la Beauce, mais presque, quoi. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un territoire de céréaliers, agriculture intensive, et avec des agriculteurs qui sont, moi je les appelle un peu les conducteurs de tracteurs, qui sont presque tous chasseurs. C'est pour ça que je parlais de fracture, presque une caricature, quoi. Et quand on les voit, l'avantage d'agir en local, d'être dans un village proche d'un petit bourg, où tout le monde se croise, se voit, se connaît. Moi, j'ai passé des mois à faire une sorte d'observation sociologique, et je constate que ces gens qui, depuis 70 ans, ont pratiqué une agriculture où la terre n'est pas importante, puisque c'est ce qu'on met comme produit dans la terre qui va faire pousser les plantes, où ils ne produisent plus leurs semences, mais ils les achètent, où ils sont très peu dans leurs champs parce qu'ils sont sur leur tracteur et que c'est le tracteur qui passe, etc. Finalement, il y a une telle déconnexion avec le fonctionnement de la nature, avec le vivant, qui sont aussi déconnectés de la manière dont ils mangent de l'alimentation. Franchement, moi, des fois, je vais au supermarché du coin rien que pour les observer. Et c'est les croque-monsieur tout prêts, les pizzas toutes prêtes. Et c'est des gens qui sont en mauvaise santé, qui sont... alors, je ne veux pas faire une caricature et je ne veux pas faire d'agribashing. Surtout pas, parce qu'en fait, il va bien falloir entraîner aussi
tout le monde se pose des questions. On parlait un peu du savoir ce qu'on mange. On le constate aussi avec l'école comestible. L'aspiration à savoir ce qu'on mange est tellement profonde que par tous les bouts des conversions professionnelles, de gens qui se mettent à devenir des agriculteurs ou des maraîchers aux restaurateurs, ça entraîne quand même beaucoup de monde à changer, et les agriculteurs aussi. Donc après, comme on change, moi, au-delà des petits îlots dont on parlait, au-delà des néo-ruraux qu'on voit arriver partout quand même, ça c'est sacrément intéressant, au-delà de porter les idées effectivement sur une agriculture qui devient une agriculture vivrière, ancrée sur le terrain local, de l'agriculture à la transformation, parce qu'il y a tout le système qui se... Après, moi, je déplore et je constate aussi que les agriculteurs ne sont pas incités à changer. Voilà. Quand la politique agricole commune, elle subventionne la surface herbue, comme on dit, la surface à l'herbe, quoi. L'agriculture intensive, elle subventionne des exploitations où il n'y a pas de haies, où il y a des tracteurs et où il faut faire de l'intensif. Donc le problème, c'est que les agriculteurs qui sont déjà, même ceux du conventionnel, pauvres, parce qu'ils sont étranglés par la grande distribution, par les plateformes qui achètent leurs produits, si on ne les aide pas à muter et à changer leurs pratiques, c'est compliqué. Et là, je suis désolée de le dire, mais enfin, c'est quand même la politique qui doit avoir le courage de prendre un certain nombre de décisions, voilà, pour aider aux transitions. Moi, je raconte juste une toute petite histoire. J'avais écrit un article un jour sur un couple breton d'éleveurs laitiers. Les vaches en Bretagne. Donc, ils avaient pris conscience, comme beaucoup de gens, qu'ils produisaient du lait avec des vaches qui étaient enfermées, plutôt pas très bien traitées, très à la chaîne avec les grandes trayères, et qui vendaient leur lait à la coopérative, qu'ils ne savaient pas où le lait partait, etc. Et ils ont eu envie de reconstruire un système plus local, en se débarrassant, en diminuant le troupeau, en prenant des vaches de race plus locale et en transformant eux-mêmes leur lait en yaourt, etc. Ils sont allés voir les banques en disant pour toutes ces transitions, on aurait besoin de créer un laboratoire pour faire notre fromage, nos yaourts, etc., etc. Et les banques les ont regardés en disant « Ah mais non, nous on vous prête de l'argent pour une nouvelle treilleuse, mais votre truc là... on ne veut pas, c'est trop risqué. » Ils sont allés voir les chambres d'agriculture en tenant le même discours. Ils n'ont pas réussi à être aidés pour ce projet-là. On les aidait pour continuer d'agrandir leur terrain, leur projet, etc. C'est ça le système. Donc à un moment donné, toutes les institutions sont contre eux, contre nous, d'une certaine façon. C'est très compliqué en tout cas de les convaincre. Et donc, je pense qu'il ne faut pas les culpabiliser, ces agriculteurs. Et en même temps, nous, à notre échelle, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, ce n'est pas hyper simple de les aider, à part toutes les structures qui sont pour les néos ou pour ceux aussi qui veulent muter, qui sont déjà dans l'agriculture. Ou, moi, je termine juste là-dessus, les maraîchers que je connais dans le Cher qui s'installent, c'est beaucoup des maraîchers en fait, je ne sais pas si c'est le même constat, qui s'installent en bio, qui prennent des petits bouts de terrain, qui ont un mal de fou à avoir des terres agricoles, parce que ça, c'est très compliqué aussi. Eh ben, je peux vous dire qu'ils y vont effectivement avec leurs petits bras, avec leur courage. Ils ne gagnent pas d'argent et ils travaillent 7 jours sur 7, 70 heures par semaine, quoi. Donc, s'il n'y a pas un réseau de solidarité autour d'eux qui les aide à tenir, ça, c'est très important, ils lâchent l'affaire parce que c'est juste pas vivable, quoi. Camille, ce sera ma dernière question avant de vous passer la parole. Comment, et puis ce sera pour finir avec une touche d'espoir, j'espère, comment on s'adresse, quel serait le conseil à donner à des personnes qui n'ont pas accès à des initiatives comme les vôtres et qui en sont éloignées? Est-ce qu'on arrive à les inciter à porter elles-mêmes un projet, à rejoindre? Comment on fait pour les intégrer? Des citoyens, des citoyennes qui ont envie de se reconnecter aussi à leur alimentation, mais qui ne savent pas par quel bout s'y prendre. Vaste question aussi. Juste avant, je voulais juste dire un petit truc à propos des agriculteurs. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, Paul.
Nous, on travaille aussi pas mal avec des maraîchers de la zone, enfin, au plus proche des écoles. C'est-à-dire que si on est dans une école voilà, du 95, on va essayer de trouver des agriculteurs du 95, etc. Et je me rends compte, c'est pas toujours simple d'organiser des rencontres, mais je me rends compte que si ça marche, les agriculteurs sont toujours, quand ils comprennent en fait ce que ça veut dire, d'échanger avec des enfants, de venir leur parler et de les accueillir éventuellement sur leur ferme, ça ouvre des nouvelles perspectives pour eux. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils reconnectent. Ils reconnectent aux propos, à cet acte nourricier qui est censé être leur job, quoi. Et que beaucoup ont complètement ont perdu un peu de vue. Et que quand ils sont face à des enfants et qui leur demandent c'est quoi ton métier, expliquer ce que tu fais, et moi aussi je veux faire ça, parce qu'on a eu ce genre de phrases qui est génial, des prochains, des futurs, on espère, agriculteurs, maraîchers dans le bon sens, et ben, ils se rendent compte qu'ils ont une vraie valeur. Donc ça c'est vraiment valorisant de tous les côtés. Mais par rapport à tout le monde, alors j'ai envie de dire, venez tous participer à l'école comestible, parce que déjà, nous, on a besoin, on en a ici parmi nous, on a besoin de cette force vive qu'est les bénévoles, puisque comme on travaille beaucoup avec, avec des outils, des instruments, des ustensiles, on fait énormément d'ateliers pratiques. Il faut un encadrement adulte assez important. Donc, on a à peu près entre 4 et 5 adultes par classe, voire plus, quand c'est des classes un peu actives. Et en fait, venir en tant que bénévole à l'école comestible, c'est pas juste donner un petit coup de main. C'est à la fois, évidemment, donner un coup de main qui est essentiel. Sans nos bénévoles, on ne ferait rien, mais je pense que toutes les assos disent ça, mais c'est vrai. Mais c'est aussi apprendre. Parce qu'en fait, les bénévoles qui viennent vont à la fois apprendre qu'est-ce que c'est de travailler avec des enfants, qu'est-ce que c'est de partager ces moments, qu'est-ce que c'est, quelques techniques culinaires en passant. On a des coordinateurs, des animateurs extrêmement compétents qui peuvent apprendre plein de techniques, plein d'astuces, d'alimentation durable, d'alimentation végétale, d'assaisonnement, de fermentation, de comment faire du pain, etc. Et donc déjà, ça c'est un plus, c'est-à-dire que je pense, ils pourront mieux le dire que moi, mais je pense que beaucoup de bénévoles qui viennent participer aux ateliers dans les écoles en ressortent un peu grandis, déjà un petit peu formés sur autre chose, sur d'autres valeurs. Parce que vraiment, la base, c'est qu'on partage ces valeurs ancrées dans la terre, ancrées dans le partage, dans le faire ensemble, dans le plaisir de manger des bons trucs aussi, très simplement, parce qu'on l'oublie un peu trop, il faut que ce soit bon, il faut que ce soit même délicieux. Même les rutabagas. Mais les rutabagas, c'est délicieux. Les enfants se sont rendus compte que c'était délicieux, les rutabagas. C'est ça qui est génial. Et avec une petite pointe de citron, une petite pointe de sauce soja ou quelque chose qui va booster, qui va leur donner envie de le goûter encore mieux. Et donc il y a ça, et c'est vrai que nous aussi on a vu toute cette une quantité de personnes qui sont venues à nous en quête de sens, en quête de transformation, de transition, en disant moi j'ai envie de ce que disait Séverine, j'ai envie de donner du sens à ma vie. Et pardon. Amandine, excuse-moi. C'est ce qu'il y a une Séverine au fond de la salle. C'est ce que disait Amandine. On cherche du sens et on le trouve, je pense, beaucoup, essentiellement dans la reconnexion à la nature. Donc ça peut être une nature qu'on va manger, ça peut être une nature qu'on va cultiver, qu'on va regarder à minima, regarder pousser, qu'on va aussi protéger, parce que on trouve pas beaucoup de reconnexion à la nature si on l'éclate et on la tue. Donc tout ça fait partie de cette espèce d'avancée collective et extrêmement bienfaisante.
qui donne espoir. Effectivement, nous, on a eu des retours de bénévoles vraiment géniaux où, pendant les divers confinements, ils nous disaient, quand les écoles étaient ouvertes, parce qu'on a continué à intervenir, même pendant les confinements, tant que les écoles étaient ouvertes, et qui nous disaient, mais ça, c'était des bénévoles, c'était aussi des profs et puis des parents d'élèves qui nous disaient, mais heureusement qu'on fait l'école comestible dans notre école, quelle chance on a, parce que c'est vraiment un rayon de lumière, un peu de légèreté, de joie, de goût, de saveur, quoi, de saveur à la vie. Et pour nous, c'est déjà beaucoup si on arrive à donner ces petites lueurs d'espoir, et qui marquent vachement les enfants. Donc on se dit peut-être qu'on contribue à ce que ces futurs adultes soient un petit peu différents, et plus envie de faire pousser des trucs et de faire l'amour que de faire la guerre. Voilà. Merci pour ce beau mot de la fin, dans ce contexte particulier. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ? N'hésitez pas, soyez pas timide. Si oui, il faut venir là, donc il ne faut pas être timide quand même. Au micro. Personne. Est-ce que, mesdames, vous avez un dernier mot ? Moi, j'ai à une ajouter, question quelque pour chose à Amandine. ajouter, bien sûr. Je me demandais, tu parlais de formation et d'ateliers pour les enfants. Enfin, qu'est-ce que vous faites en termes de sensibilisation au sein du 100e singe ? Alors, de manière générale, on ne traite pas spécifiquement vers les enfants. On y vient parce qu'à un moment, tu priorises la multitude des enjeux. De manière générale, en fait, on propose aux citoyens de faire des journées d'entraide, des journées d'apprentissage. Enfin, voilà, c'est vraiment... on a des échappées dans les champs où on peut aider un maraîcher, on a des coups de bourre, on a des bouillons de culture où on peut venir apprendre, mais autant on essaye d'avoir... Alors, à la fois, on a une dimension professionnalisante, mais on essaye aussi de trouver ces endroits-là qui fait que ça va intéresser tout le monde pour favoriser les croisements, en fait. Donc, à la fois des porteurs de projets agricoles qui viennent chercher de l'information, mais en même temps, un citoyen qui a un petit jardin et qui, lui aussi, peut trouver dans cette information quelque chose à transférer. Et là, on est en train de mettre en place quelque chose pour les enfants que l'on expérimente. On a fait un premier stage. C'est qu'en fait, à travers le numérique et à travers cet élan qui est là actuel, où du coup les enfants sont hyper devant les écrans, qui a été amplifié vachement pendant le Covid. Nous, ce qu'on essaye de prendre, c'est quelles compétences ils en requièrent et comment est-ce qu'on peut les amener à travers ça à se remettre vers la terre. Et donc, du coup, on a lancé des ateliers Minecraft. Bon, ça, c'est pour attirer, mais aussi parce qu'en fait, ils développent de vraies compétences là-dedans et en fait, on leur fait concevoir une ferme en permaculture. Du jeu vidéo. Le jeu, le jeu vidéo, ouais. Le jeu vidéo qui est un formidable outil de modélisation, en fait. Ils acquièrent des compétences de modélisation. Et en fait, c'est justement comment est-ce qu'on reconnecte. Parce que le problème du numérique, c'est quand c'est pas reconnecté à quelque chose de concret, de matériel, la terre, etc. Parce qu'en soi, c'est des super compétences. Quand on arrive à faire le lien, et le problème c'est que là les enfants ne font plus le lien, ils sont juste dans le côté jeu et c'est normal, c'est l'âge. Et donc du coup on leur apprend à concevoir une ferme, on leur apprend les notions de permaculture, de biodiversité, de zonage, etc. Et Minecraft est un super outil pour ça. Et après on les attire jusque dans les champs à ce qu'ils ont modélisé, comment est-ce que sur une petite parcelle ils peuvent le reproduire et comment est-ce que après de la même manière qu'ils ont semé des graines virtuellement, mais comment est-ce que vraiment on sème des graines dans la vraie vie, les saisons, le cycle des saisons, tout ça. Et c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus en fait, remettre les enfants et avec des ateliers parents-enfants aussi pour recréer ce lien-là. Et je voulais juste rebondir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les agriculteurs conventionnels. Et en fait, je pense que c'est vraiment le système qu'il faut changer. Mais alors, de manière générale, on est d'accord, mais d'autant plus sur ce sujet-là. Parce qu'en fait, c'est trop facile que l'on cible les agriculteurs, de nous laisser
en tant qu'humain dans la société, cibler des corps de métier, des individus, alors que c'est l'ensemble d'un système qui les a mis là-dedans, en fait. Enfin, je veux dire, c'est sorti de la guerre mondiale, il fallait évacuer les engrais, il fallait avoir de la chimie. Il fallait faire la transition avec la guerre et puis de la mécanisation et puis les banques qui font des prêts surtout sur la mécanisation, sur des mécanisations de plus en plus grandes et puis avec des discours et effectivement avec les personnes qui s'en sortent pas et qui sont obligées d'aller sur des extensions, sur des agrandissements etc. Et quand on voit la difficulté de transitionner, le très peu d'accompagnement parce que c'est pas, je pense, dans l'intérêt du système à l'heure actuelle de transitionner, sinon ça serait déjà fait en fait. Et les agriculteurs conventionnels, moi ceux que je connais et qui passent en bio, enfin, c'est d'une difficulté mais incommensurable parce qu'il y a vraiment pas énormément de personnes pour les accompagner. Ils sont très isolés et en plus, ça a un impact économique qui est monumental. Hein. C'est 5 années où alors déjà des personnes qui sont souvent hyper endettées, assez étranglées financièrement, de s'imaginer que pendant 5 années, ça va être encore plus dur. Donc les conventionnels qui transitionnent sur du bio, c'est un effort qui est monumental. Comparé à développer son système sur des pratiques agroécologiques dès le départ, de toute façon, dès qu'on doit faire transitionner un système, c'est d'une complexité absolue. Et c'est pour ça que c'est aussi complexe à l'échelle globale, parce que là, maintenant, on le voit un peu dans tous les endroits, on est en train de relocaliser. Mais c'est hyper compliqué. On travaille sur les sujets de régie agricole, d'alimentation de la restauration collective, mais quand on a éclaté un système que l'on a centralisé, quand on veut recréer des unités ultra-locales, c'est vachement complexe. Merci, on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre participation et merci d'être venu de loin pour certaines. Et merci. À vous également. Merci.